nous allons, comme je vous disais, récapituler un peu ce qui s'est dit à la précédente soirée. Et je commence par dire le contexte. Hein. Nous présentons ce livre qui s'appelle Vivre en écosystème étendu dans le contexte du Centre Teilhard de Chardin. Et vous voyez même que l'auteur est le Centre Teilhard de Chardin. Donc les droits sont détenus par ce centre, même si évidemment je présenterai tout à l'heure les 8 co-auteurs, mais qui ont cédé leurs droits au centre. Voilà. Donc, ce livre est paru le 29 septembre aux éditions Mediapol, donc tout récemment. Et nous allons donc dire un petit mot du centre avant de rentrer dans le sujet de ce livre. Alors, qu'est-ce que le centre Teilhard de Chardin? Donc, vous voyez une photo du centre pour dire donc qu'il a ces 2 missions, le côté pastoral, j'en ai parlé, et le côté créer des liens, faire des relations entre des disciplines, entre des chercheurs, avec les sciences humaines et avec les spiritualités. Donc, c'est un enjeu extrêmement important, hein, et se situer au cœur du plateau est vraiment très, très bien. Et il va ouvrir ses portes au public début 2023. Donc, les activités ont commencé déjà il y a 4 ans. Hein, on s'active, on prépare, mais aussi on organise des séminaires, des discussions, des visios. Donc, c'est un exemple ce soir, depuis 4 ans. Mais l'ouverture au public sera possible uniquement début 2023. Il y a encore des petites choses à faire. Enfin, tout ça est très proche de l'ouverture. Donc, on est très, très content de vous montrer cette belle photo d'architecture très innovante, très écologique, très, très intéressante que vous pourrez visiter très bientôt. Voilà. Alors, donc, je disais qu'on a travaillé depuis 4 ans et en particulier, donc, le séminaire Écologie intégrale a organisé pendant ces 4 années un ensemble de conférences, vous voyez, avec beaucoup de gens, hein, des économistes, des gens des sciences humaines, des entrepreneurs, des spécialistes, des scientifiques, etc., etc. Donc, des gens d'horizons extrêmement variés. Et c'est ça qui nous intéressait. À chaque fois, on leur a dit, écoutez, parlez-nous d'écologie, dites-nous comment vous vivez la transformation écologique dans votre métier, comment vous voyez les choses, qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à tout cela. Donc, on a fait intervenir un grand nombre de gens. Et vous voyez ici la liste de ces personnes. Alors, au bout de 4 ans, on a fait un petit bilan et on s'est dit, mais en fait, c'était extrêmement intéressant, tous ces projecteurs différents sur le même sujet, mais il se dégage quelque chose. Et on a trouvé un fil directeur, si vous voulez, entre toutes ces conférences, tous ces contenus. Donc, ça faisait énormément, évidemment, de choses que nous avions apprises, de choses qu'on avait collectées, d'articles, de visios qu'on avait. Et donc, le travail a commencé. Nous nous sommes dit, nous, c'est 8 personnes, 8 qui font partie de ce groupe Écologie intégrale, hein, de ce séminaire Écologie intégrale. Nous nous sommes dit, eh bien, ça vaut la peine d'essayer de mettre ces contenus ensemble, d'essayer de faire apparaître ce fil conducteur et d'essayer de développer un peu les choses pour que ça soit compréhensible, accessible. Et donc, l'éditeur Mediapol nous a suivis, nous a aidés, et c'est comme ça que nous avons travaillé fort. Ça n'a pas été facile, hein, parce qu'écrire un livre à 8 personnes, c'est pas facile. Donc, on n'a pas toujours été d'accord. Il a fallu trouver des consensus entre nous pour que ce livre puisse aboutir. Et donc, nous sommes heureux de pouvoir vous le présenter ce soir. Voilà. Alors, quelle est l'idée majeure? Ce que je vous disais, il y a un fil conducteur qui a émergé finalement de toutes ces conférences. Eh bien, c'est l'idée d'écosystème étendu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon,
Un écosystème, on sait ce que c'est. On a compris qu'un écosystème, c'est un environnement dans lequel il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup de relations entre ces acteurs et que tout est lié et tout est en interaction avec tout. Et donc, cette notion d'écosystème qui a été extrêmement explicitée au niveau scientifique, en particulier par Bernard Saugier, qui a reproduit une partie de sa conférence à la dernière session, au mois d'octobre, eh bien, on a compris que finalement, cette notion d'écosystème qu'on constate dans la nature, qui concerne l'environnement et la biosphère, eh bien, on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques au niveau de l'économie, du social, du culturel. Et c'est évidemment, on n'est pas les premiers à le dire, hein, puisqu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'écosystèmes d'entreprise, d'écosystèmes innovants, d'écosystèmes scientifiques. Donc, ce deuxième niveau, c'est un niveau d'écosystème qui concerne l'économie, le social, le culturel et l'information. Tout ce qui est échangé entre ces acteurs, qui peuvent être des organisations ou qui peuvent être des personnes. Donc, vous voyez qu'on passe là à un deuxième niveau et il nous a semblé intéressant de faire des comparatifs entre ce premier niveau, ces modes de fonctionnement naturels, grâce aux scientifiques qui nous accompagnaient. On a essayé de bien comprendre ce premier niveau et on a essayé de voir ce qui restait intéressant pour le deuxième niveau, qui est donc le niveau socio-économique pour simplifier. Et puis, nous est apparu ensuite un autre problème. On s'est dit, mais en fait, l'écologie, il y a beaucoup de gens qui sont très, très passionnés, il y a beaucoup de gens qui pensent écosystème, mais en fait, on sent qu'il n'y a pas quand même l'adhésion de toute la population. Il y a des gens qui sont réticents, il y a des gens qui restent au bord de la route par rapport à ces sujets-là. Et donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi certaines personnes sont bloquées? Et donc, on s'est dit que, en fait, il fallait éclairer ces questions d'écosystème, que ce soit au niveau 1 de l'écologie, de l'environnement, de la nature, et également au niveau 2 de l'économie, du social. Il fallait l'éclairer d'un troisième niveau, qui est un niveau beaucoup plus irrationnel, si vous voulez, au sens qu'il s'agit des émotions artistiques, il s'agit de l'éthique, de la morale, il s'agit du spirituel. Et donc, nous récapitulons avec ce mot de la noosphère qui provient de Teilhard de Chardin. Donc, évidemment, ça tombe bien, hein, nous sommes le centre Teilhard de Chardin, donc c'est normal d'être inspiré par la pensée de ce jésuite du XXe siècle. Et donc, la noosphère, c'est la réunion, on pourrait dire, des intelligences, des consciences, des spiritualités, qui est une couche au-dessus de l'infosphère. Donc, vous voyez, il y a trois enveloppes. La première, c'est la biosphère. Bon, on comprend. La deuxième, c'est l'infosphère qui enveloppe, si je puis dire, la planète. Et puis, la troisième, c'est la noosphère qui surplombe, en quelque sorte, les deux précédentes. Voilà, donc on a compris à travers les conférences que chacun de ces trois niveaux était extrêmement important à bien distinguer. On n'est pas les premiers à dire qu'il y a plusieurs niveaux, hein, on trouve ça dans d'autres, dans la littérature, à certains endroits, mais nous n'avons vraiment que très rarement vu le côté spirituel, le côté noosphère greffé sur ce troisième niveau. Et c'est ça qui nous a semblé important de développer. Alors, on peut illustrer, tout à l'heure, on va illustrer avec le numérique, avec les entreprises, etc. Donc, je ne veux pas être trop long, mais en tout cas, ce qui nous semble important, si on veut vivre en écosystème étendu, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut repérer, il faut discerner ces trois niveaux. Quelles que soient les actions qu'on travaille dans des problématiques écologiques, environnementales, sociales, économiques ou spirituelles, culturelles, scientifiques, il faut chercher dans mon action au quotidien où se trouvent ces trois niveaux et comment j'impacte le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Donc ça, c'est une première chose qui veut dire qu'il faut comprendre à chacun des niveaux quels sont les facteurs impliqués, quelles sont les interactions entre ces facteurs.
Et c'est là qu'évidemment, on rentre dans la pensée complexe, hein. C'est pour ça que nous disons, en point numéro 2, que nous plaidons pour adopter une vue systémique, une vue holistique, donc une pensée complexe qui essaye non pas de rester dans des réductions ou dans l'étroitesse d'un seul niveau, d'un seul point de vue, d'une seule manière de penser, mais d'essayer d'ouvrir la pensée pour comprendre, essayer de comprendre. Les choses sont si complexes, c'est très difficile, mais enfin, essayer de comprendre le système, l'écosystème et les 3 écosystèmes, et ensuite de comprendre comment ces 3 écosystèmes interagissent entre eux. Voilà. Donc c'est ça l'idée majeure que nous avons essayé de faire comprendre avec des exemples dans ce livre, hein. Et nous avons ensuite montré que tout ça, ça pouvait donner les débuts d'une méthodologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que plutôt que de rester focalisé, comme on disait, sur un niveau, hein, donc je suis intéressé par l'écologie, je ne vois que, je dis n'importe quoi, la protection des animaux de la forêt de Fontainebleau. Bon, très bien, hein, il faut le faire, c'est très important, mais on essaye à ce moment-là toujours notre méthodologie consiste à dire, bon, questionnons également les interactions dans ce niveau 1, c'est-à-dire entre les autres animaux, par exemple, de la forêt et d'autres occupants de la forêt. Puis, questionnons le niveau 2, est-ce qu'il y a des éléments culturels, des éléments sociaux, des éléments économiques qui peuvent aussi rentrer dans cette réflexion? Et questionnons le niveau 3 pour essayer de voir si des éléments éthiques, des éléments artistiques, des éléments spirituels pouvaient aussi rentrer dans la réflexion. Donc voilà, la méthodologie, c'est chercher les facteurs dans un niveau, puis ensuite dans les relations entre ces niveaux. Donc nous plaidons pour beaucoup d'attention aux liaisons, aux relations, et en particulier entre les disciplines, entre les domaines, et ensuite entre les personnes. C'est ça qui nous frappe, c'est que on parle d'écologie où tout est lié et on est tous convaincus de tout ce que je viens de dire là, mais d'un autre côté, on voit que dans notre société, malheureusement, beaucoup de clivages sont là, beaucoup de relations se cassent, de débats qui n'en sont pas finalement, parce que tout le monde se regarde en chien de faïence ou refuse la discussion carrément. Et donc, nous avons beaucoup d'attention à ce côté humain et au développement des relations fraternelles, sans lesquelles tout cet édifice, cette réflexion, cette volonté écologique n'aboutira pas. Voilà, donc c'est pour faire le résumé du livre et en même temps le résumé de ce que nous avons dit à la première session. Et donc maintenant, je donne la parole à Anne qui va nous parler d'un exemple dans le niveau 2. Il y a un exemple intéressant qui est la restauration scolaire. Voilà. Merci Bruno. Est-ce que je suis audible? On m'entend et on me voit? Très bien. Ou... Très bien. Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci bonjour à tous et merci de votre présence. Donc, la restauration scolaire, un écosystème en devenir. Donc, pourquoi dans ce livre un chapitre sur la restauration scolaire? C'est un exemple d'écosystème de niveau 2 avec de multiples enjeux variés. Il s'agit de fournir des repas équilibrés, de qualité, à faible coût ou coût modéré, à des mangeurs pluriels, c'est-à-dire à une grande diversité de mangeurs qui sont eux-mêmes, qui ont des comportements différents selon les situations de consommation, selon les moments de la journée, selon les entourages. Donc voilà, des mangeurs pluriels, en réduisant le gaspillage alimentaire, en faisant travailler l'agriculture locale, en contribuant au développement des projets alimentaires territoriaux, les PAT,
Et donc, il s'agit de mobiliser et de faire travailler de nombreux acteurs. Et voilà, la complexité, elle vient déjà de cette multiplicité des acteurs qui ont des intérêts différents. Alors, on a déjà les collectivités territoriales. Donc, les collectivités territoriales, elles ont en charge l'organisation du service de restauration. Elles ont en charge de mettre en œuvre les orientations gouvernementales et les nombreuses lois et textes qui régissent la restauration collective. Elles fixent les tarifs des repas, elles fixent les modalités d'utilisation du service et de réservation. Et les choses sont compliquées en ce moment face à l'augmentation des prix, à l'inflation du prix des denrées, à l'augmentation du prix de l'énergie, à la pénurie de certains produits. Et donc, c'est très compliqué. Elles se demandent comment elles vont faire face à ces problèmes d'inflation. Est-ce qu'elles vont les répercuter partiellement ou complètement aux usagers? Voilà, c'est une période de tension et de difficulté pour les collectivités territoriales. Ensuite, on a les entreprises de restauration. Lorsqu'une collectivité concède sa restauration à une entreprise, donc elle n'organise pas sa restauration en régie, mais cette restauration est assurée par une entreprise privée de restauration collective, qui se retrouve aussi face à ces mêmes difficultés qu'on connaît depuis quelques mois, d'inflation, d'augmentation des coûts et ça a déjà été tendu avec la crise sanitaire et on en a rajouté une couche, si on peut dire. Ensuite, dans ces acteurs, on a les personnels de restauration. Les personnels de restauration, ils sont très, très divers. Ils souffrent parfois d'un manque de considération de la part des différents acteurs d'une restauration scolaire. Ils font face au gaspillage alimentaire qui mine leur morale. Ils souhaitent prendre des initiatives, ils souhaitent être plus intégrés dans les établissements scolaires, mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai en tête un directeur d'école primaire qui a découvert plusieurs mois à la rentrée qui était le responsable de la restauration de son école. Voilà, ils ne s'étaient pas rencontrés alors que la rentrée avait eu lieu plusieurs mois auparavant. Et voilà, c'était des gens qui s'ignoraient complètement. On est là dans un établissement scolaire où tout ce qui est pédagogie prime en fait. Et donc, tout le monde dans les établissements scolaires ne reconnaît pas encore à sa juste valeur ce service de restauration. Et donc, c'est un peu difficile parfois pour les personnels de restauration. Ensuite, on a les personnes qui encadrent cette pause méridienne, on parle de la pause méridienne, qui s'appellent des animateurs dans les écoles maternelles et élémentaires et plutôt des surveillants dans le second cycle, qui ont des profils et des formations très variées. Et il y a beaucoup de turnover dans ces métiers qui sont eux aussi assez inégalement intégrés dans la communauté éducative, alors que tous les textes disent que leur rôle est essentiel et que la cantine doit être un lieu d'apprentissage et de socialisation, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ensuite, on a les convives. Alors, les convives, donc je viens de le dire, ce sont des mangeurs pluriels. C'est un peu de plus en plus compliqué avec des alimentations particulières. Les adolescents, les enfants viennent souvent à la cantine majoritairement pour passer un bon moment avec les copains. C'est leur motivation numéro 1 et pas pour se nourrir de manière équilibrée. Et c'est une difficulté pour les agents de restauration, les personnels qui encadrent le temps du repas, qui vivent souvent les réactions des convives difficilement, parce que quelquefois c'est difficile à déchiffrer, on ne les comprend pas. Et je vais vous citer un verbatim là, que j'ai entendu de la part d'un collégien
qui débarrassait son plateau sur lequel il y avait beaucoup de gaspillage alimentaire et qui disait « Le fromage, j'aime que le tour, les tomates que les cerises, le citron, ça sert à rien, le poisson, c'est jamais, la purée, j'ai goûté, j'ai aimé, puis j'ai regoûté, j'ai plus aimé ». Voilà, ce genre de réactions font parfois naître de l'incompréhension, voire vraiment de la colère pour les adultes, parce que voilà, convivre à la cantine, c'est tout un monde. Ensuite, on a les parents qui ont des attentes très diversifiées vis-à-vis de la cantine, qui demandent parfois à la cantine de réussir ce qu'ils n'arrivent pas à faire à la maison, c'est-à-dire de faire goûter ou manger leurs enfants. Et par ailleurs, il est très difficile de mettre tout le monde d'accord sur ce qu'est un bon repas et sur ce qu'est une offre alimentaire de qualité. Bien sûr, tout le monde a des cultures et des pratiques alimentaires différentes et c'est très difficile de créer une culture alimentaire commune. Et enfin, on a les enseignants qui sont en général inégalement impliqués dans les questions de restauration scolaire. Beaucoup ne déjeunent pas à la cantine et qui ont beaucoup d'a priori sur ces cantines scolaires qui changent beaucoup depuis quelques années. Et tous les textes disent qu'il faut un continuum éducatif entre l'école et les familles, la maison, mais ce continuum éducatif est dans les faits assez difficile à mettre en œuvre. Donc vous voyez que les intérêts sont différents, les personnes sont différentes et cette multiplicité d'acteurs est à la base de cet écosystème complexe. Mais voilà, un écosystème étendu en devenir. Alors, quelques conditions pour parvenir donc à un écosystème qui fonctionne de manière fluide et satisfaisante. Il s'agirait, selon moi, de décloisonner les métiers, de créer des conditions favorables à des interactions entre tous les acteurs, ce qui n'est pas du tout toujours le cas sur le terrain, de construire une vision commune, c'est très important, on la néglige très souvent, cette construction commune d'une vision partagée et de la partager à tous les acteurs, de comprendre le sens et la finalité des actions qui sont très belles. Nourrir des enfants, participer à leur développement, contribuer à leur santé, contribuer à leur éducation au goût, contribuer à leur éducation à la citoyenneté, parce qu'on mange aussi avec d'autres personnes, donc il y a cet aspect commensal, cet aspect de manger avec d'autres. Et donc, ce sont des finalités très nobles, mais qui sont rarement comprises à leur juste valeur. Il faudrait également articuler ces temps de restauration avec les temps scolaires et les temps en famille pour justement assurer ce fameux continuum éducatif qui est nécessaire à la clarté et à la compréhension des messages. Parce que si les messages sont différents dans la famille, pendant les temps d'enseignement et à la cantine, le pauvre mangeur, le convive, il se retrouve face à des injonctions contradictoires et c'est très difficile pour lui de se retrouver dans ce paysage. Donc voilà, un continuum éducatif qu'il faut travailler, qu'il faut améliorer. Il faudrait également permettre à chacun de réévaluer l'importance et la valeur du service, ainsi que le travail de tous ces opérateurs. Prendre en considération tout ce travail qui est réalisé tous les jours dans les cantines auprès des enfants, des adolescents qui les fréquentent. Également communiquer, je pense, il faudrait communiquer sur le coût complet d'un repas. Parce que ce que les usagers, en fait, ce que les parents payent, c'est un reste à charge. Et on devrait, à mon sens, beaucoup plus parler d'un reste à charge parce que le coût d'un repas varie beaucoup, enfin, est soit fixe selon les collectivités, soit modulé en fonction des revenus des parents. Et on peut trouver, par exemple, prenons la ville de Paris où je me situe là, où il y a 10 tarifs qui vont de 10 centimes d'euros à 7 euros pour les familles, alors que le coût complet d'un repas en restauration scolaire
est autour de 10 à 14 euros parce que il comprend bien sûr le coût des denrées, mais le coût des denrées, ce n'est que 25 à 30% du coût complet du repas. Il y a également, bien sûr, toutes les charges de personnel, les amortissements, les fuites, l'énergie. Très souvent, les parents demandent à la restauration scolaire de faire des miracles, mais n'ont pas conscience que voilà, que le prix qu'ils payent n'est qu'une faible partie du coût complet du repas. La diapo suivante, s'il te plaît, Bruno. Donc, je pense qu'il faut également remettre de la joie et de l'émerveillement dans cette restauration collective. Que ça manque, que les temps du repas ne sont pas toujours des temps de repos, des temps. Le Conseil national de l'alimentation a dit que le repas devait être un temps de restauration, un temps de repos, un temps de rupture avec les temps scolaires, et également favoriser le rire et le fait de se régaler. Toutes ces conditions ne sont pas toujours réunies. Il faudrait également, à mon sens, restaurer le lien entre le mangeur, l'aliment, les encadrants du repas, par une approche sensorielle de l'alimentation, qui est cette pédagogie de l'éducation au goût et à l'alimentation, qui permet justement de restaurer le lien entre l'aliment et tous les acteurs de cet écosystème. Donc, plus d'interaction, plus d'humains, voilà, pour faire vivre ces dimensions de se nourrir, de se réjouir et de se réunir. Bruno, en fait, comme tu n'es pas en diaporama, je n'arrive pas à voir le bas de ma diapo. Ah bon? Non. Donc, voilà, plus d'interaction, tout cela pour d'une part, faire de ce temps un temps d'éducation, un temps de plaisir, un temps bien sûr, de restauration et redonner sa place à ce service qui a une importance fondamentale pour la santé des usagers, mais pour contribuer également à une restauration et une alimentation plus durable. Aujourd'hui, l'impact carbone de l'alimentation, c'est 1/4 de nos émissions de gaz à effet de serre. Le gaspillage alimentaire a un impact considérable sur l'impact carbone global de l'alimentation. Et donc, que l'on prenne une entrée environnementale, santé ou d'éducation, voilà, on voit que la cantine est un écosystème très intéressant dans lequel l'humain est fondamental et ces interactions entre les acteurs sont fondamentales. Alors, pour terminer, pour conclure, cette restauration scolaire et plus globalement la restauration collective évolue beaucoup, se questionne beaucoup, se remet beaucoup en question, a été très perturbée et très en difficulté avec la crise sanitaire et maintenant donc les questions d'inflation. Et je trouve qu'elle fait preuve de beaucoup d'agilité et de remise en question pour assurer ce service qui est quand même une belle spécificité française parce que tous les enfants du monde n'ont pas toujours accès à une cantine, mais en France, on a développé ce service depuis environ 150 ans et Voilà. voilà, il faut le maintenir. Je vous OK. remercie de votre attention. Merci Anne. Donc voilà, c'est un très bon exemple d'écosystème de niveau 2 où des acteurs économiques doivent travailler ensemble. On voit à quel point le niveau 3, donc ces questions humaines, les relations humaines sont fondamentales pour que ça marche mieux. Et on voit l'impact de ce niveau 2 sur l'écologie, donc niveau 1, avec le gaspillage, l'énergie et les circuits courts ou pas courts, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'était pour nous un vraiment excellent
exemple à mettre au début de cette partie qui est dédiée au niveau 2, donc au socio-économique. Hein. Et ensuite, dans un chapitre suivant, eh bien, on généralise un petit peu en disant, bon, ok, très bien, partant de cet exemple qu'on a étudié grâce à Anne, qui est une spécialiste, eh bien, on voit apparaître des choses. On voit apparaître que, premièrement, c'est toujours, les écosystèmes d'entreprise sont toujours complexes parce que de plus en plus riches en nombre d'acteurs et avec des relations entre ces acteurs qui varient énormément. La relation client-fournisseur n'est pas la même que la relation entre partenaires, par exemple. Donc, on peut faire du business avec des partenaires, avec des clients, mais les relations ne seront pas les mêmes. Donc, on a une variété de facteurs, d'acteurs et une variété de relations. Et le bon fonctionnement de cet écosystème au niveau économique et social dépend pas seulement du nombre d'euros qui vont être générés par telle activité, la rentabilité de ceci, la rentabilité de cela, mais dépend aussi de la qualité de ces relations, donc de la place de chacun des travailleurs, qu'ils se sentent considérés et qu'ils puissent travailler en bonne intelligence avec toutes les personnes avec lesquelles ils doivent interagir, que ce soit des clients, des fournisseurs ou des partenaires. Donc, c'est une transposition et une généralisation un petit peu qu'on vous propose dans ce deuxième chapitre, en mettant aussi l'accent sur les relations en interne dans l'entreprise. Parce que finalement, on peut voir qu'une entreprise est un écosystème en lui-même. Et la qualité des relations dans l'entreprise n'est pas toujours du tout n'est pas si bonne que cela. On voit les burn-out, on voit des cas de harcèlement, on voit des managers qui se comportent pas correctement, et on voit des jeunes qui quittent les entreprises dégoûtés par certains comportements. Donc, on met un gros accent sur cette qualité des relations en interne dans l'entreprise. Alors, maintenant, on peut se dire, si on regarde les entreprises en tant qu'acteurs, elles ont un impact sur le niveau 1, c'est-à-dire qu'elles polluent, elles utilisent de l'énergie, elles font des choses qui impactent la biosphère. Et donc, ce qu'on voit apparaître, on a interrogé beaucoup d'acteurs économiques, hein, de petites, de grandes entreprises, on voit que, ça y est, les projecteurs sont vraiment mis sur ces impacts sur le niveau 1. Et donc, on sent qu'il y a, dans l'idée d'externalité négative écologique, il y a quelque chose qui prend une bonne direction, parce qu'on ne pourra plus impunément polluer. On parle du pollueur-payeur, par exemple, et voilà des choses qui vont se faire et qui vont, parce qu'on met l'accent, parce qu'on met les projecteurs dessus, qui vont se corriger. On voit également, bien entendu, des externalités négatives économiques, donc c'est celles qui pourraient être mauvaises en termes d'emploi, par exemple, hein, un usage excessif de l'intelligence artificielle, on le sait, peut détruire des emplois de col blanc. La robotique peut détruire ou continuer à détruire des emplois de col bleu. Donc, il faut absolument prendre en considération le social et se dire, bon, comment fait-on pour former ces gens, pour développer leurs compétences par rapport à de nouvelles activités qui vont se créer. On sait que ce n'est pas simple, on sait que c'est difficile, mais on sait aussi que des efforts sont faits et qu'il faut évidemment les poursuivre. En plus des externalités écologiques et économiques, il y a les externalités humaines. On sait très bien que les entreprises, par exemple, prenons les entreprises du numérique, les GAFAM, les Google et autres, peuvent avoir un impact négatif sur les utilisateurs de leurs outils. On sait que certaines personnes s'enferment dans des bulles, se mettent à nombriliser ou à vivre dans une virtualité qui peut, à la fin, devenir mauvaise pour leur santé.
conduire à de véritables dépressions. Donc, il y a aussi une externalité négative humaine qu'il faut prendre en compte, et c'est évidemment là que nous rejoignons le niveau 3 de notre écosystème étendu. Alors, je le disais, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, parfois sous la pression, pression des projecteurs, pression des associations, pression des salariés eux-mêmes, parce que nous savons que beaucoup de jeunes ont tendance à quitter les grandes entreprises parce qu'elles ne font pas suffisamment de choses au niveau de l'écologie, par exemple. Donc, il y a une pression. Il y a la pression des investisseurs qui commence également. Beaucoup de gens acceptent d'investir à condition que l'entreprise ait fait suffisamment au plan écologique. Et puis, évidemment, il y a les adaptations qui se font par nécessité. Lorsque l'environnement change, les entreprises voient leur business évoluer, parfois très rapidement et dans le mauvais sens, et donc il faut réinventer, se réinventer, trouver de nouveaux produits, de nouvelles manières de faire, une nouvelle logistique par exemple, de façon à pouvoir poursuivre ces activités. Donc, toutes ces adaptations sont en train de se faire. Et puis évidemment, j'oubliais le plus important, et toutes ces adaptations se font aussi par conviction. Dieu merci, nous avons des managers, des dirigeants, des créateurs d'entreprises qui sont véritablement convaincus qu'ils doivent avant tout avoir un rôle dans le social et dans l'environnemental. C'est la notion d'ESS et le secteur ESS de l'économie sociale et solidaire prend une place importante dans l'économie en général. Voilà. Alors, une autre bonne nouvelle, c'est quand on voit que les cabinets de conseil créent à toute vitesse des offres pour aider les entreprises à construire leur RSE, à définir de nouveaux jobs pour s'occuper d'écologie, pour s'occuper du social, du bonheur au travail, de l'éthique, etc. On se dit qu'il y a une dynamique, il y a quelque chose qui se passe. Parfois sous la pression, avec un certain nombre d'étudiants qui ont fait parler d'eux à ce sujet-là, mais en tout cas, on sent que ça bouge. Maintenant, si on regarde une autre dimension de l'économie, c'est la finance, eh bien, il se passe aussi des choses. Il ne faudrait pas croire que la finance, c'est qu'un ensemble de spéculateurs et point final. On voit aujourd'hui de plus en plus d'investisseurs et de financeurs qui tiennent compte de l'activité des entreprises, les fonds à impact, ESG ou ISR, donc sont des acronymes qui signifient investissement socialement responsable ou bien investissement lié aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, on fait attention, pas seulement à la rentabilité immédiate qu'on va obtenir suite à un investissement, mais on fait attention au long terme. On a très bien compris maintenant que si je mets de l'argent dans une entreprise, si cette entreprise se comporte mal au plan environnemental ou social, il va y avoir une dégradation terrible de la réputation de cette entreprise. Elle peut très très bien aller au tapis, carrément, puisque les clients vont se détourner d'elle. Ceci est arrivé et ceci va arriver de plus en plus par la prise de conscience collective dont je parlais juste avant. Et puis, il y a un certain nombre de chartes, de labels, de réglementations, bien entendu, qui fleurissent un peu partout, au niveau européen, au niveau français. On est plutôt bien placé avec, en France, un certain nombre de labels définis par le gouvernement et les fonds et les entreprises adhèrent à ces labels. Ça veut dire qu'en fait, ils disent ce qu'ils vont faire et ils acceptent d'être ensuite audités sur ce qu'ils ont réellement fait par rapport à l'écologie, par rapport au social, etc. Donc, il y a un caractère vertueux dans cette idée qu'on avance dans la triple comptabilité. C'est-à-dire que, évidemment, quand on va investir, on regarde la santé financière d'une entreprise et ce qu'elle va donner en termes de profitabilité sur les 3 ans, les 5 ans qui viennent. C'est normal et ça va continuer. Mais il y a une deuxième comptabilité qui se met en place, c'est la comptabilité écologique, environnementale.
Et en quoi l'activité de l'entreprise va détruire le niveau 1. C'est la biosphère, par exemple. Et à ce moment-là, évidemment, il peut y avoir une très bonne note sur le plan financier, une très mauvaise sur la partie environnementale. Et puis la troisième comptabilité serait une comptabilité donc sociale pour voir à quel point les salariés, par exemple, sont fidèles à l'entreprise ou si le turnover est énorme, ce qui prouverait qu'il y a des problèmes de gouvernance, qu'il y a des problèmes de management et ce qui n'est pas bon pour la rentabilité à terme de l'entreprise. Donc, on voit que ces trois comptabilités s'influencent les unes les autres, sont liées les unes aux autres. Alors, pour terminer, je sais que certains d'entre vous doivent penser que tout ça, c'est bien joli, mais que beaucoup font ça juste pour amuser la galerie, ce qu'on appelle le greenwashing. Bon, on habille de green et on peint en vert un certain nombre de produits et un certain nombre de choses, on publie des manifestes, des choses, etc. Mais derrière, qu'est-ce qu'est la vraie sincérité, la vraie réalité des choses? Je ne réponds pas à la question, je vous ai dit qu'il y a des éléments qui vont dans le bon sens, qu'on a pu constater dans les interviews, dans les conférences que nous avons organisées, d'autres qui ne vont pas dans le bon sens, ou plus exactement, devrait-on dire que ça ne va pas assez vite. C'est un peu ça notre conclusion. Notre conclusion serait de dire ça se transforme, mais ça ne se transforme pas assez vite. Par rapport aux enjeux et à la vitesse d'évolution, par exemple, du climat, on voit bien que la transformation de l'économie n'est pas assez rapide. Alors ça, c'est un constat, il faut pousser, tout le monde pousse, tout le monde doit pousser dans ce sens-là, avec toujours, si on veut garder cette idée de pensée complexe, il faut aussi réfléchir à l'acceptation par le public. Si demain on dit terminer les voitures thermiques, demain, je dis par exemple le 1er janvier 2023, ben, on sait très bien que c'est pas possible. Alors là, on a reculé, on sait que c'est pas pour 2023, c'est un peu plus tard. OK. Mais n'empêche que cette notion d'acceptation est absolument fondamentale parce que si les gens ne sont pas prêts à faire ce changement, par exemple, abandonner le thermique pour passer à l'électrique, s'il n'y a pas l'assistance qui convient pour que cette transition se fasse, on aura la révolution et on n'aura absolument rien gagné, voire même on aura régressé un petit peu dans le sens de la transformation. Donc, la pensée systémique nécessite de réfléchir aux différents facteurs et l'acceptation du public en est un très important. Un autre qui nous paraît très important et que nous mettons en évidence, c'est de réfléchir au niveau 3 en entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire travailler le niveau 3 en entreprise? Ça veut dire considérer que les gens ne sont pas simplement des individus, des travailleurs qui échangent, qui font des choses, qui sont des pions dans un grand process. Il faut absolument se dire que ce sont des personnes humaines avec lesquelles il faut être en relation, je reviens au thème de la relation, et auxquelles il faut apporter du sens. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi et pourquoi? Quelle est la finalité? Et donc, le sens au travail, c'est véritablement aider les personnes à se sentir bien dans leur travail. Ça sera bien pour les personnes elles-mêmes, bien entendu. Ça sera bien aussi pour la fidélisation des travailleurs et à la fin pour une meilleure santé des entreprises. Donc là aussi, il y a un côté vertueux à toujours réfléchir quel est mon impact sur le niveau 1, quel est mon impact dans le niveau 2, puisque je suis acteur du niveau 2 en tant qu'entreprise, et quel est mon impact au niveau 3. Et comme tout est lié, les relations d'un niveau sur l'autre peuvent aller dans tous les sens, le bon comme le mauvais. Voilà, donc un chapitre sur les entreprises, dont je vous ai donné un petit peu les grandes lignes, un autre sur la démocratie. Alors pourquoi parler de démocratie? Bon, pour tout un tas de raisons. L'une d'elles, c'est que véritablement, on sent que la démocratie aujourd'hui est en difficulté. Beaucoup de gens commencent à se dire la démocratie n'avance pas suffisamment vite sur des problèmes de fond
nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes de l'écologie, nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes géopolitiques, nous n'arrivons pas à avancer dans la lutte contre la précarité ou améliorer la diversité, l'intégration. Bon, ben, peut-être que la démocratie n'est pas le bon système. Donc cette idée fait son chemin et nous avons essayé d'analyser le pourquoi elle fait son chemin. Et ce qui est de très intéressant, c'est que les trois principes, il y a beaucoup de facteurs évidemment, mais les trois facteurs qui nous ont particulièrement intéressés sont l'individualisme, le numérique et l'écologisme. Alors, parce qu'on est un groupe qui s'intéresse à l'écologie intégrale, ça nous a intéressé de voir que l'écologie peut conduire à la dictature. On le sait très bien, un certain nombre de gens dans l'écologie politique ne croient plus en la démocratie et souhaitent que des actions beaucoup plus punitives et qui imposent les choses comme dans une dictature soient mises en œuvre. Donc, nous avons, dans cette réflexion sur la démocratie, nous avons réfléchi à chacun des éléments. Pardon, je suis là tout petit peu vite. L'individualisme également, qui est en progression, c'est très bien dans les sociétés occidentales. Et cet individualisme, il fait qu'on se renferme dans sa bulle, on se renferme sur ses problèmes privés, sur ses petits problèmes de plaisir à court terme, et on se met à ne plus s'intéresser à la chose politique, aux enjeux de la société. Et on n'arrive plus à réfléchir globalement, c'est-à-dire, encore une fois, pensée complexe, pensée systémique, parce qu'on se réduit à ces problématiques individuelles. Donc ça, c'est quelque chose de très frappant. Et alors, petite parenthèse, si l'individualisme progresse, si chacun pense à soi, eh bien, pour l'écologie, c'est une catastrophe, parce que l'écologie nécessite d'avoir une pensée du nous, une pensée collective, une pensée holistique, comme on l'avait dit. Donc, l'individualisme va plutôt dans le mauvais sens pour ce qui est de la transition écologique. Le numérique, exactement la même chose. Le numérique, c'est à la fois un outil de communication absolument merveilleux et on sait très bien tout ce qu'on doit au numérique, hein, de facilité, de service à la maison, mais en même temps, ça peut entraîner l'enfermement des personnes dans leur bulle, vous savez ce qu'on appelle la chambre d'écho ou la bulle informationnelle, parce que les outils numériques ne nous servent que ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de voir, ce qu'on a envie de lire. Donc, progressivement, on ne lit que des contenus, on ne s'intéresse qu'à des gens qui pensent comme nous. Et donc, il y a un enfermement sur soi-même, c'est une réduction de la complexité. Et vous voyez, là encore, le numérique vient jouer un rôle terrible dans les problématiques écologiques, parce qu'en faisant la réduction de complexité, on n'arrive pas à comprendre l'ensemble du paysage et les trois niveaux que nous avons signalés. Et puis évidemment, bon, je vais aller très vite, mais le numérique a un impact sur l'individualisme. Tout le monde a lu des articles sur ces sujets-là. Et donc, ces trois facteurs, individualisme, qui détourne de la chose politique, numérique, qui enferme dans une petite bulle nombriliste, fait que on a un grand risque de passer à un régime totalitaire. Donc, nous avons mis cela en évidence pour, non pas pour faire peur, pour faire vendre, etc. Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est de dire, bon, OK, face à ce risque, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, nous avons proposé un certain nombre de pistes que vous pourrez découvrir dans le livre. L'une d'elles, c'est de bien comprendre que la démocratie est à la fois un organisme de niveau 2 et un organisme de niveau 3. Ça veut dire qu'au niveau 2, il faut redire à quel point c'est un excellent système, même s'il a plein de défauts. En particulier, il a plein de faiblesses. Les décisions sont relativement lentes à prendre parce qu'il faut des consensus.
Et puis, la loi de la majorité peut déplaire à certaines personnes. Donc, c'est une organisation qui a beaucoup de défauts, mais n'empêche que c'est la moins mauvaise. Vous connaissez tous cette phrase qu'on attribue à Churchill, hein, c'est le pire des systèmes, excepté tous les autres. Donc, il faut le dire et le redire à tous les jeunes qui arrivent en âge de voter, parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte que cette liberté que nous avons dans la démocratie est un bien suprême. Et donc, si je parle de bien suprême, je passe évidemment au niveau 3, et c'est comme ça qu'on voit que la démocratie, c'est à la fois un système électif, une organisation de la société de niveau 2, mais c'est aussi un écosystème de niveau 3 parce qu'il donne aux personnes une certaine mentalité, une certaine liberté, et il influe sur les mentalités et les membres de la société. Donc, c'est quelque chose qu'il faut réaliser à ces deux niveaux, et si on vide la démocratie de sens, eh bien, on ne lui laisse que le côté organisationnel et électif, et à ce moment-là, ben, ça n'a plus de sens. Et pourquoi je resterai en démocratie si je peux aller mieux et plus vite dans un autre régime? Donc, il faut forcément montrer les avantages du système, niveau 2, mais également toute la puissance du niveau 3 s'il est correctement activé. Et qu'est-ce que ça veut dire, correctement activé? Eh bien, ça veut dire qu'il faut avoir le courage, je crois, de dire qu'en démocratie, il faut rétablir un équilibre entre individuel et collectif. Si on est trop l'un ou si on est trop l'autre, forcément, on tombe dans un déséquilibre qui fait basculer dans une espèce d'anarchie ingérable ou qui fait basculer dans un système de démocrature. De démocrature qui peut ensuite amener à la dictature. Il faut ensuite réfléchir en termes de progrès raisonné. Et c'est là où l'écologie et les systèmes et les écosystèmes avec ces trois niveaux nous donnent une clé magnifique. C'est qu'il faut réfléchir. Il faut avoir un niveau de réflexion complexe, il faut un niveau de réflexion pour savoir dans quelle voie je vais, quelle action je vais entreprendre, est-ce que je vais aller en voiture ou est-ce que je vais aller en train ou est-ce que je vais prendre l'avion ou est-ce que je vais aller en vélo. Il y a de plus en plus une nécessité absolue à avoir une réflexion en amont de chaque action qu'on va entreprendre, aussi bien dans la vie privée que dans la vie en entreprise. Mais ce que nous disons, c'est que si ce niveau 3 n'est pas suffisamment activé, alimenté, nourri, alors pourquoi aller dans la sobriété? Comment je peux m'épanouir dans la sobriété? Ça n'a pas de sens. S'épanouir dans la sobriété, ça n'a de sens que si il y a derrière plus d'humanité, plus de spiritualité, plus de liens, de relations entre des personnes humaines, et donc une élévation spirituelle sans laquelle la sobriété, ça n'a tout simplement pas de sens. Pourquoi j'irais m'embêter à ça? Donc la finalité et le pourquoi devient extrêmement importante à réactiver, aussi bien pour sauver la démocratie que pour aller plus vite et mieux dans la transition écologique. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous signale qu'il y aura une troisième session de présentation de ce livre, le 15 décembre. Nous parlerons de la troisième partie, essentiellement du niveau 3, comme je disais, hein, qui est d'ordre éthique, spirituel, relations humaines, émotions artistiques. Donc, c'est ce